Donc, effectivement, ce soir, on va parler de quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement en tant que HPI multipotentiel. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en partageant ma présentation. Voilà, et je vais vous demander d'ailleurs si vous la voyez bien. Alors, voilà, mettre en grand écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ma présentation? Super, très bien, parfait. Donc a priori, vous voyez la présentation. Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, oui, effectivement, quel va être le menu ce soir? D'abord, on va parler de HPI, mais en même temps de multipotentialité, et je vais donner un peu plus de détails sur ces deux termes dans un instant. Ça va être très simple, on va parler des obstacles pour se définir et atteindre vos objectifs professionnels. En fait, je vais commencer même par autre chose. Je vais dire en fait concrètement de quoi parle-t-on quand on parle de HPI, mais surtout quels sont les modes de fonctionnement des HPI. C'est bien de ça dont il va être question. Ensuite, je parlerai des obstacles pour se définir et pour atteindre votre projet professionnel idéal, si je puis dire. Ensuite, on va parler de comment surmonter tous ces obstacles et puis je répondrai évidemment à toutes vos questions et j'aurai des petits messages personnels auprès de chacun. Voilà. Alors, bah oui, HPI, c'est un terme un peu ambivalent. Ça se mesure en fait par un test de QI, en l'occurrence le test de WAIS pour les adultes, le WISC pour les enfants. Mais en fait, ce dont je vais vous parler dans ce webinaire, ça concerne plus des questions de mode de fonctionnement spécifiques, plus que des questions de quotient intellectuel. Alors, je précise ici qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite sur la corrélation entre le haut potentiel intellectuel d'un côté et ces modes de fonctionnement dont je vais vous parler ce soir. Mais en fait, moi, je les constate tous les jours avec le très grand nombre de mes clients. J'en ai plus de 150 aujourd'hui. J'ai été en contact avec plus de 2000 personnes par téléphone, hein, notamment en webinaire. Il y en a certains d'entre vous, certaines d'entre vous que j'ai eu au téléphone dans ce cadre-là. Et au total, ça fait plus de 2000 personnes. Donc je le constate, moi, ce rapprochement, cette corrélation entre des modes de fonctionnement bien spécifiques et le HPI. Et au passage, c'est aussi un rapprochement, une corrélation qu'on constate dans la littérature spécialisée, puisqu'en fait, elle en fait beaucoup état. Et je précise aussi que ce terme de HPI, je l'ai longtemps mal considéré, peut-être comme vous d'ailleurs, parce qu'en fait, il induit une forme un petit peu de supériorité qui en fait n'existe pas. Chaque être humain a une forme d'intelligence, a une singularité, on pourrait dire, et donc il n'y a aucune espèce de supériorité d'intelligence quand on parle de multipotentialité ou de HPI. Aussi parce que le terme de HPI n'est pas du tout explicite justement sur ces modes de fonctionnement dont je vais vous parler. Et puis aussi, et c'est peut-être le point principal, parce qu'il véhicule tout un tas de mythes, de fausses croyances sur ces modes de fonction, enfin de fausses croyances, comme par exemple celle qui consiste à croire que être HPI c'est forcément synonyme de réussite scolaire, puis de réussite dans sa carrière, ce qui est absolument pas une réalité. Alors je surveille en même temps mes messages. Alors, bon, pour l'instant, tout va bien. Ok. À contrario, quand même, ce terme de HPI, bah, il a des intérêts. C'est que d'abord, il est simple et il est connu. Il est court en même temps. Et puis, dans HPI, il y a quand même deux termes qui m'intéressent. Il y a le P de potentiel, et c'est bien de ça dont il s'agit, en fait. C'est traduire un potentiel en réalité. Et puis, il y a le I de intellectuel, et c'est bien du fonctionnement du cerveau dont on va parler ici. Voilà. Alors, quand on parle de HPI, de quoi parle-t-on? On va commencer par parler d'intelligence cognitive. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière l'intelligence cognitive des multipotentiels? Alors, le terme multipotentiel a été introduit par Myriam Augier il y a 6 ou 7 ans dans un ouvrage justement éponyme. Et je trouve intéressant parce que justement, derrière multipotentialité, il y a bien cette notion de capacité à aller dans plusieurs directions. Je vais en reparler plus tard. Alors, ce qui caractérise les modes de fonctionnement, effectivement, c'est tout d'abord une capacité, un goût pour le raisonnement. Ensuite, ça va être une capacité d'analyse et de synthèse. Alors, certains vont me dire, oui, mais moi, en fait, je suis pas très doué là-dedans, et d'ailleurs, j'ai pas fait d'études. Encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études que c'est une démonstration ou une preuve que vous n'avez pas de capacité d'analyse et de synthèse. Ça, je pourrais répondre aux questions si vous en avez besoin. L'autre point qui me semble vraiment essentiel chez les multipotentiels, c'est la rapidité cognitive. Et d'ailleurs, ça se constate hein, sur les IRM, c'est qu'il y a vraiment une fluidité mentale plus importante grâce à des gaines de myéline plus épaisses,
Et ça se traduit par une rapidité sur l'observation, sur la compréhension, sur l'élocution. Moi, j'ai tendance à parler très vite. Voilà. Ça va être aussi une attirance pour la complexité et la difficulté. Alors, la difficulté, on va pas chercher non plus midi à 14 heures, mais on aime bien quand même les défis, les choses un petit peu difficiles. L'autre caractéristique, c'est un grand goût et une grande aptitude à apprendre. Et d'ailleurs, ça se traduit par une tendance à l'autodidactisme, c'est-à-dire la capacité à apprendre par soi-même. Souvent, on est peut-être même plus capable d'apprendre par nous-mêmes qu'avec un enseignant, un mentor, même si, voilà, ça peut être d'une grande aide, hein, dans certains cas, bien sûr. Et donc cette aptitude à apprendre, en fait, va vous conférer également une grande capacité d'adaptation. Alors, ça va avoir un pendant, cette capacité d'adaptation, c'est la tendance à la suradaptation, et je vais y revenir. Il va y avoir aussi le goût pour l'abstraction. Il va y avoir aussi une capacité à travailler sur plusieurs sujets, plusieurs projets en simultané, un goût, en fait, une envie de travailler sur plusieurs projets en simultané. Voilà, ça c'est pour ce qui était de l'intelligence cognitive. On va parler ensuite d'intelligence émotionnelle. Je vais aller assez vite parce que vous voulez surtout savoir comment sortir de tous les obstacles que vous rencontrez, les connaître et puis surtout comment en sortir. Eh bien, intelligence émotionnelle, ça va se traduire sur plusieurs aspects, notamment une forte sensibilité. Par exemple, alors à ce sujet, les dernières recherches en neuropsychologie semblent montrer que l'agilité mentale va de pair avec la sensibilité. Alors il y a quand même un bémol, c'est que certains HPI semblent assez insensibles et froids, mais en fait c'est parce qu'ils se sont déconnectés de certaines émotions qui sont trop fortes et trop douloureuses à vivre. C'est une sorte de réflexe d'autoprotection, comme je dis souvent. Je vais en reparler un petit peu après. Ils vont avoir aussi un sens aigu de l'humour. Ça va être souvent du deuxième ou du troisième degré. Et c'est d'ailleurs une raison qui fait que leur humour, mais pas seulement, n'est pas toujours facilement compris. Alors, je vérifie en même temps vos questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, pas de remarques. Je poursuis. Ils vont avoir aussi une forte perception des sentiments d'autrui. On pourrait parler d'empathie d'ailleurs, hein. Je vais en reparler juste après aussi. Ils vont avoir également des sentiments passionnés, une capacité à l'émerveillement, un grand enthousiasme, une grande facilité à s'embarquer dans des projets nouveaux. Ils vont avoir aussi une capacité à envisager des situations sous différents angles. Ils vont avoir différents points de vue. Ils vont avoir aussi une ouverture aux nouvelles expériences, une grande curiosité. Ça, c'est pour ce que je mets sous le registre de l'intelligence émotionnelle. On aurait pu mettre d'ailleurs ça sous différents registres, mais en tout cas, voilà, ces caractéristiques, on les retrouve chez pratiquement tous les multipotentiels. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, oui, mais en fait, je me sens beaucoup plus concerné par certaines caractéristiques et un peu moins par d'autres. Le point commun à tous les multipotentiels, c'est que 80% de ces points vont vous concerner à différents degrés. Alors pour certains, vous allez peut-être vous dire oui, mais là, vraiment pas. Mais quand même, tout ce que j'évoque là, c'est vraiment la caractéristique des multipotentiels. Et on poserait la question à un neurotypique, j'ai horreur de ce terme-là, mais voilà, il faut bien le décrire. Eh bien, dans la plupart des cas, il va dire non, non, je me sens pas concerné par ces points. Alors, on est d'accord qu'il y a un continuum, hein, c'est pas les multipotentiels d'un côté, les neurotypiques de l'autre. Il y a un continuum, mais il n'empêche quand même que quand c'est très marqué, eh bien, on peut parler de ces caractéristiques. Alors, on va parler aussi d'intelligence relationnelle. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur l'intelligence relationnelle? Ben, en fait, ils vont avoir une propension à la compassion et l'empathie pour les autres. Ils vont avoir une tendance à poser des questions embarrassantes, à poser les bonnes questions d'une certaine façon. Alors je dis embarrassantes parce que ils vont être assez directs parfois dans leur façon de poser des questions. Et du coup, ça va être aussi une tendance à contester l'autorité en place. Alors, est-ce que c'est de l'intelligence relationnelle? Peut-être pas, mais dans le domaine relationnel, ils vont être assez facilement remettre en cause les autorités établies, tout simplement parce que ils vont la reconnaître à partir du moment où il y a une forme de compétence et d'autorité naturelle. Ils vont aussi avoir une grande honnêteté vis-à-vis des autres, une grande intégrité, une grande sincérité. Ils vont être très directs, comme je le disais il y a un instant. Alors parfois, ça peut être un peu brutal, mais bien évidemment, c'est inconscient et involontaire. Et puis, ils vont avoir une non-perception de la façon dont ils sont perçus par les autres. Alors là encore, est-ce qu'on peut parler d'intelligence relationnelle? Non, mais dans le domaine relationnel, c'est un point très important. Euh,
Ils ont souvent aussi un sentiment de décalage, un sentiment de différence par rapport à l'immense majorité des autres, et ce faisant, ils vont donc avoir un sentiment de solitude. Et pourtant, même s'ils ont ce sentiment de solitude, ils ont parfois besoin d'isolement et de contemplation, j'allais dire, de retraite par rapport aux autres. Donc, à la fois, ils ont besoin de connexion d'une certaine façon dans cette intelligence relationnelle, mais ils ont aussi besoin d'isolement. Je vais parler aussi d'intelligence créative et sur ce qui concerne l'intelligence créative. Alors en même temps, je vous repose la question, est-ce que vous pouvez me remettre un petit commentaire dans les questions-réponses parce que je ne suis pas sûr, comme je vois pas de commentaires pour l'instant, je ne suis pas sûr de qu'ils arrivent bien au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit oui ou un petit OK juste pour me confirmer que tout va bien, que vous m'entendez toujours? Alors, OK, merci, super, c'est parfait, c'est bien arrivé. Alors. Oui, donc intelligence créative, qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont en fait une aptitude et un goût pour l'invention, pour l'innovation, pour la création. Ils ont une grande originalité, une grande imagination dans tous les domaines. Alors l'originalité, la créativité, certains me disent mais non non pas du tout. C'est vrai que notre culture, notre société a tendance un peu à brider par certains, par notre éducation et par tout un tas d'autres choses cette imagination. Mais il n'empêche que à la base, ils ont une énorme capacité à imaginer et dans tous les domaines. Ils ont également une grande curiosité, comme je vous disais tout à l'heure. Ils ont aussi souvent ce qu'on appelle des idées inhabituelles, décalées ou out of the box, comme on dit maintenant. En fait, ils ont une capacité aussi à connecter des sujets qui sont a priori opposés, ou en tout cas qui n'ont pas de rapport a priori, à marier des concepts, à marier des sujets. Et tout ça, ça conduit aussi à avoir des intuitions, des fortes intuitions qui sont fréquentes et souvent pertinentes. Alors des intuitions un peu, je dirais, fulgurantes, hein, qui leur viennent comme ça, ils savent pas d'où ça vient, ils sont bien incapables de les expliquer, mais qui sont souvent pertinentes. Je vais parler enfin de dernières caractéristiques que j'ai mis dans un registre un petit peu autre. D'abord, ils vont avoir une forte humilité, une capacité de remise en cause, à ne pas se mettre en avant, voilà, qui est liée justement à leur capacité à apprendre, à se remettre en cause et à leur haut niveau d'exigence. Je vais y revenir un petit peu après. Ils vont avoir aussi un fort besoin d'autonomie et de liberté, tout en ayant ce besoin de connexion aux autres. Ils ont un très haut niveau d'exigence qui peut confiner parfois au perfectionnisme. Ils sont aussi très préoccupés par la recherche de vérité et de quête de sens. Comme je vous ai dit aussi, ils aiment bien les défis et d'une certaine façon la prise de risque, mais une prise de risque pas au sens du joueur de roulette, mais une prise de risque calculée au sens de l'esprit d'entreprise, si on peut dire. Ils ne supportent pas l'injustice, ça c'est un sujet qui est insupportable pour eux, la malhonnêteté, le manque d'intégrité, l'incompétence. Donc ils ont vraiment des sujets de grande sensibilité. Ce sont des visionnaires intuitifs qui sont aptes à la prospective et à l'anticipation. Voilà. Et puis ils ont aussi une grande énergie, mais la contrepartie de ça, c'est qu'ils peuvent s'épuiser facilement et qu'ils ne voient pas forcément venir cet épuisement. Et c'est particulièrement vrai si ils ne sont pas à leur juste place, enfin, je vais y revenir un petit peu après. Voilà, alors je précise que tout le monde, encore une fois, se reconnaîtra pas forcément dans tous ces modes de fonctionnement ou pas au même niveau, mais vraiment, encore une fois, le point commun, c'est que vous êtes concerné de façon très significative par une majorité de ces points. Voilà, n'hésitez pas à commenter hein, si vous n'êtes pas complètement d'accord avec ça. Alors concrètement, ça va être quoi les conséquences de ça en contexte professionnel? En fait, toutes ces caractéristiques, ces modes de fonctionnement se combinent entre eux et ils ont diverses conséquences en contexte professionnel, mais aussi personnel. Je vais vous citer ici les principales. En fait, en réalité, c'est bien plus complexe et bien plus subtil que ça. On pourrait dire à l'image de ces personnalités, hein, de ces profils qui sont complexes. Alors, la première caractéristique, c'est qu'ils vont avoir une forme d'éclectisme, mais qui peut se traduire par une forme de dispersion. Et c'est pour ça que je vous ai mis une image de couteau suisse, parce qu'effectivement, quand on parle de couteau suisse dans le monde professionnel, c'est pas tellement vendeur finalement. On dit ok, ça fait tout, mais finalement ça fait tout ou ça fait rien parce que on est spécialiste en tout, on est généraliste en tout, spécialiste en rien. Donc en fait c'est plutôt spécialiste en rien que en général les recruteurs retiennent.
Alors en fait, concrètement, ça va se traduire comment? Ils vont s'intéresser à plein de domaines, des domaines techniques, aux compétences humaines, au sport, à l'art, à la politique, à l'histoire. Dans leurs fonctions, ils vont s'intéresser un petit peu à tous les aspects de leurs fonctions. Ils vont s'intéresser aux aspects connexes de leurs fonctions. Et tout ça, du point de vue de la majorité des personnes, eh bien, cette espèce de d'éclectisme ou d'arborescence, si on peut dire, va être perçu plutôt comme de la dispersion. Et c'est ce qui donne d'ailleurs le sentiment au HPI de ne pas savoir se focaliser. Alors, en fait, j'ai l'exemple d'un client que j'avais accompagné qui, à un moment donné, il était vraiment dans une forme de brouillard complet et il oscillait entre, pour son projet professionnel, l'hôtellerie-restauration, le culturel, le végétal, les jardins, le domaine marin, les voyages, et il y avait encore d'autres sujets. Alors, autant vous dire que quand vous coachez quelqu'un comme ça, vous dites, OK, comment on va faire pour l'aider à se focaliser? Et dans le fond, eh bien, c'était tout à fait possible et on y a réussi. Mais il n'empêche que au départ, se dire qu'on est comme ça, on voit pas où sont les solutions. Et en fait, pour ma part, moi, quand j'étais licencié de mon dernier emploi en 2015, il y a 11 ans, en fait, j'étais aussi totalement dans le brouillard. Et à cette époque-là, eh bien, je parlais de trois pistes, mais qui étaient toutes aussi improbables et impossibles les unes que les autres. C'était astronaute, chanteur ou pompier. Donc, ça partait vraiment dans toutes les directions. Et vraiment pour vous, et c'était vraiment ces trois termes qui revenaient pour vous illustrer à quel point ça peut être difficile d'être dans cette espèce d'arborescence. Alors, la deuxième raison, deuxième obstacle dans la définition de leur projet professionnel, et puis le fait de l'atteindre, ce projet professionnel, c'est ce que j'appelle la suradaptation. Alors, cette suradaptation, en fait, comme tous les êtres humains, les HPI ont besoin de se sentir acceptés et intégrés. Mais comme ils se sentent souvent incompris et rejetés, et qu'ils ont une grande empathie, et qu'ils sont aussi très agiles et très adaptables, comme je vous disais, eh bien, ils vont développer très tôt des tactiques d'adaptation aux autres, et en fait, cette adaptation aux autres va beaucoup plus loin que, j'allais dire, un espèce de chemin milieu entre eux et les autres. Et on parle alors de suradaptation. C'est aussi ce que j'appelle le syndrome du vilain petit canard, en référence au conte d'Andersen du même nom. Le vilain petit canard, c'était en fait un cygne qui était né dans une famille de canards et qui était convaincu d'être un canard. Merci Claire pour la remarque. J'ai vraiment beaucoup d'idées pro pour ma reconversion et la difficulté d'en retenir une. Bien sûr. Merci Claire. Alors comment ça se traduit cette suradaptation? Ça va se traduire sur leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait ils vont très vite oublier leur propre mode de fonctionnement qui sont plus naturels et plus authentiques pour eux, au profit de ceux de la majorité qui ne leur conviennent pas et qui les conduit à la fois à l'épuisement et à la sous-performance. Et donc tout ça à la frustration. Je vais vous donner un exemple. Typiquement, se focaliser sur un seul projet, sur un seul sujet à la fois, c'est vraiment contre nature pour un HPI. Et pourtant, n'importe quel manager neurotypique va lui demander de faire ça. Et en fait, le HPI classique, qui ne sait pas qu'il est comme ça et qui fonctionne comme ça, va se dire, mais qu'est-ce que je suis nul à pas savoir me focaliser? Et il va faire une erreur. Alors ça va se traduire aussi, cette suradaptation, sur leurs envies. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut aller jusqu'au fait d'oublier ses propres envies. En fait, ils peuvent perdre la connexion avec toute ou partie de leur personnalité. Moi, je parle dans ce cas-là de perte identitaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut ne même plus savoir de quoi on a envie, quel projet on voudrait formuler pour l'avenir. Et je peux vous dire que ça m'arrive très fréquemment dans mes coachings. Et puis, en fait, ça peut être aussi sur leurs besoins, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à pas oser dire les choses, ils ont des besoins, ils ressentent ces besoins, mais ils osent pas les exprimer. Et donc ça va se traduire par une forme de manque d'assertivité. Et là encore, ça va avoir deux conséquences. Ça va se traduire par une frustration, mais en plus, ça va être ressenti par les collègues et par le management comme un manque de courage finalement, alors que c'est absolument pas un manque de courage. Et comme ce processus de suradaptation va se produire très tôt dans votre vie, eh bien, vous n'en avez pas vraiment conscience. Et une fois adulte et arrivé à un certain âge, les plis sont tellement marqués de cette suradaptation qu'il va vous être très difficile de vous en débarrasser. Alors, l'autre obstacle que vous allez rencontrer, c'est justement le fait de vous couper de vos émotions. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, vous êtes en général des personnalités plutôt très sensibles. Alors, certains me disent, non, non, mais en fait, moi, j'ai pas du tout d'émotions. Oui, effectivement, en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est pas qu'ils ont pas du tout d'émotions. C'est que ces émotions, elles ont été complètement enfouies. Ils ont plus du tout accès à ces émotions, mais ce faisant, c'est un vrai problème parce que leurs émotions sont absolument fondamentales pour identifier leurs besoins, identifier leur personnalité et se définir un projet professionnel.
Effectivement, hein, les HPI ressentent de façon très récurrente des émotions qui sont plutôt très fortes et plutôt négatives que positives. Et tout ça, ça va les amener effectivement par un réflexe de, d'autoprotection à se couper de certaines de ces émotions. Et ce faisant, ils vont se couper dans le même temps d'informations fondamentales sur leur personnalité. Donc c'est en fait un double effet avec celui de la suradaptation dont je parlais juste avant. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une femme entrepreneur brillante hein, dans sa famille. En fait, attendait qu'elle fasse de grandes études, un métier comme médecin ou ingénieur. Mais en fait, au fond d'elle-même, son souhait, c'était depuis toute petite devenir chanteuse. Et ce n'est qu'en l'aidant à se reconnecter à ses émotions que ce projet artistique lui est réapparu quasiment 40 ans plus tard, parce qu'elle avait 45 ans quand je l'ai accompagnée. Alors, une autre difficulté, c'est que leurs projets, les projets des neuroatypiques sont atypiques. Alors, ça veut dire quoi des projets atypiques? Bien, en fait, les HPI vont imaginer des postes ultra polyvalents, des missions complexes, parce que c'est ça qu'ils attendent. Des environnements et des projets multiples, évolutifs. En fait, tout l'inverse de ce que proposent la plupart des entreprises et la plupart des postes. Et quand, par hasard, vous repérez de telles offres de postes, soit c'est parce que vous avez un peu surinterprété ce que vous avez lu dans l'annonce, soit c'est que les recruteurs ont un peu survendu le poste en demandant justement un mouton à cinq pattes, comme on dit souvent. Et en fait, ce mouton à cinq pattes, il va pas être il va pas avoir l'autonomie correspondant à cette polyvalence, et puis il va pas être reconnu pour cette polyvalence. Et en fait, c'est seulement dans de très rares cas que vraiment les entreprises cherchent effectivement des hommes à tout faire. Et encore une fois, dans ces cas-là, il peut y avoir un piège. Donc quand ils repèrent un poste qui les intéresse et qui candidatent, ils vont en plus chercher à mettre en avant le maximum d'expérience, de certification professionnelle, imaginant qu'en fait ça va les aider à convaincre des recruteurs. Et en fait, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que les recruteurs, ils voient cette multiplication de compétences et d'arguments, dans certains cas comme de l'esbrouf, ou dans un autre cas comme un manque de cohérence dans le parcours, ce qui est évidemment pas le cas. Alors, autre difficulté, c'est qu'ils ont mal, vous avez du mal à vous vendre. Alors, pourquoi vous avez du mal à vous vendre? Ben, en fait, c'est que vous ne savez, vous avez du mal à oser candidater au bon poste, à oser exprimer vos besoins à votre employeur, à oser solliciter des promotions de carrière. Et pourquoi? Bah, c'est principalement, c'est pour ça que je vous ai mis cette image de Pinocchio, c'est à cause du fameux syndrome d'imposture, dont on parle de plus en plus, mais qui est particulièrement marqué chez les HPI. Et en fait, chez les HPI, il y a trois facteurs qui en sont la cause. C'est leur très haut niveau d'exigence, voire leur perfectionnisme. Ils atteignent jamais le niveau d'exigence qu'ils espèrent. Ils se sentent le plus souvent en décalage avec les autres, incompris, voire rejetés, et du coup, ce rejet ou cette incompréhension rajoute encore plus à leur sentiment d'imposture. Et puis enfin, ils sont très sensibles à la valeur d'honnêteté, et donc du coup, ils craignent toujours d'affirmer qu'ils maîtrisent un sujet, alors que c'est pas tout à fait le cas. Il leur manque un petit truc, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, à côté d'eux, il y a des tas de gens qui n'hésitent pas à s'affirmer par eux-mêmes et qui en maîtrisent 10 fois moins. Et en plus de ce syndrome d'imposture, en fait, ils ont horreur de se mettre en avant parce qu'ils voient ça comme de l'arrogance. Donc tout ça fait qu'ils ont du mal à se vendre dans leur carrière. Alors, ils peuvent aussi prendre des décisions radicales. Alors, loin de moi l'idée que sauter en parachute, c'est une décision radicale, hein. Je pense je connais des tas de parachutistes qui sont extrêmement réfléchis, mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée pour illustrer cette idée. Donc voilà, je la trouvais assez sympa. Alors en fait, oui, les HPI ils vont vite en tout et y compris pour prendre des décisions, parfois sous le coup de leurs émotions. Ils peuvent même inconsciemment prendre des décisions dans une logique d'auto-sabotage. Alors ça, c'est un sujet dont je pourrais vous reparler, mais je vais vous donner un exemple. J'avais accompagné un ingénieur qui, à plusieurs reprises dans sa carrière, m'avait parlé de changements complets d'orientation en cumulant à chaque fois plusieurs changements radicaux. Et il m'a dit qu'il regrettait ses grands coups de barre à gauche et ses grands coups de barre à droite pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, d'abord, il s'est mis en situation de grand inconfort, parfois en échec, avec des conséquences sur sa carrière, mais aussi il n'a pas pu vraiment tirer des enseignements de ces diverses expériences. Pourquoi? Parce qu'il avait trop de changements à la fois et qu'il pouvait pas, il n'arrivait pas à identifier finalement quels étaient les changements qui étaient plutôt positifs et lesquels ne l'étaient pas. Et en plus, tout ça alimentait sa perte d'estime de lui-même.
Alors, septième raison, il y en a beaucoup, hein, des raisons, des freins pour avancer, c'est que ils craignent de reproduire leurs échecs passés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah oui, effectivement, les HPI ont tendance à avoir un biais cognitif assez fréquent, c'est qu'ils ont tendance à s'attribuer 100% de leurs échecs et 0% de leur réussite. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même un facteur effectivement fréquent. Et comme ils anticipent en permanence, ils sont convaincus qu'ils vont qu'il va se repasser les mêmes choses. Le fait d'avoir rencontré des collègues ou des managers toxiques, ils vont se dire bah oui donc c'est ma faute. Le fait d'avoir été trop direct, trop authentique, trop sincère et du coup que leurs paroles étaient utilisées contre eux ensuite. Le fait de ne pas avoir eu conscience de comment ils étaient perçus par les autres et du coup d'avoir eu des réactions inappropriées. Le fait de ne pas savoir comment convaincre, comment être entendu. Et donc tout ça fait que vous devenez de plus en plus craintif, de plus en plus méfiant pour la suite de votre carrière, et finalement, bah, vous vous rabattez encore plus dans vos candidatures ou votre posture et dans votre estime de vous-même. Alors, il y a en même temps une question. Claire, est-ce que les relations conflictuelles sont plus fréquentes chez les HPI? Y a-t-il des études à ce sujet? Je ne peux pas répondre directement à ce sujet. Par contre, ce que je peux vous dire, Claire, c'est que, en effet, moi, je constate que les HPI sont très concernés par le fait d'être la proie de personnes manipulatrices et toxiques ou toxiques. L'autre point que je peux vous dire, Claire, c'est que dans les émotions fortes que vivent les HPI, celle qui est la plus fréquente, c'est l'agacement et c'est dans le même registre que le registre de la colère. Or, bien évidemment, la colère a des impacts sur des relations, sur les conflits dans les relations interpersonnelles. Ça, c'est une évidence. Donc, oui, d'une certaine façon. Alors, c'est pas une étude que je vous partage, Claire, mais c'est mon expérience là-dessus. Et n'hésitez pas à réagir par rapport à ma réponse. Alors il y a encore une raison, c'est que effectivement ils ont un cerveau qui est plutôt envahissant et qui les freine dans l'action. Alors en quoi ce cerveau envahissant peut les freiner dans l'action? Et j'ai mis cette image d'un hamster dans la roue, d'ailleurs à l'image d'un livre sur ce sujet, parce que oui, ce hamster qui tourne dans sa roue en continu, c'est un peu comme le cerveau qui fonctionne sans s'arrêter, sans plus savoir pourquoi il fonctionne. Alors, quand notre cerveau fonctionne un peu en permanence et qu'il anticipe tout et qu'il pense dans toutes les directions, bah, d'abord il mange sur votre temps d'action d'une certaine façon. Ensuite, euh, votre cerveau a tendance à adorer garder toujours le maximum d'options ouvertes. Et tout ça, ça freine l'engagement dans une direction donnée. Et puis aussi parce que vos pensées vous conduisent à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner dans l'action, et donc à imaginer des façons de contrer ces obstacles. Et tout ça, ça conduit à une forme un peu de procrastination, on peut citer le mot. Alors, quelle heure est-il? 1858. Il me reste un quart d'heure pour vous parler des solutions. Alors, comment surmonter ces obstacles? Eh bien, je vais commencer par vous parler la première clé, c'est apprendre à mieux vous connaître. Alors, qu'est-ce que je veux dire par apprendre à mieux vous connaître? Bien sûr, grâce à ce webinaire, vous apprenez un peu mieux à connaître vos modes de fonctionnement. Et peut-être que pour certains, c'est une redite de choses que vous connaissiez. Mais une chose est sûre, c'est que euh, je regarde en même temps les... Non, c'est bon. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à mieux vous connaître? C'est pas seulement de connaître effectivement tous ces modes de fonctionnement, mais c'est surtout de mesurer à quel point sur chacun de ces modes de fonctionnement vous êtes concerné ou pas, coloré comme je dis parfois ou pas par ce mode de fonctionnement. Et surtout de prendre conscience du niveau d'écart que vous avez sur chacun de ces modes de fonctionnement entre vous-même et les autres. Et c'est souvent là que ça pêche, plus que dans la prise de conscience de cette différence, parce que, encore une fois, on est souvent persuadé que les autres sont comme nous. Alors il y a une forme d'empathie derrière tout ça. Mais en réalité, cet écart est souvent abyssal et souvent très très différent dans notre perception de la réalité. Autrement dit, on se pense un peu différent, mais en fait on est vraiment très différent. C'est aussi de prendre conscience des impacts concrets de ces modes de fonctionnement de votre vie professionnelle. Alors, c'est des impacts qui sont combinés, et c'est ça qui est complexe en fait à comprendre. Comme par exemple quand je vous ai parlé du syndrome d'imposteur, qui est en fait une combinaison de trois facteurs. Eh bien, c'est un peu pareil pour tout un tas de conséquences. Le fait de ne pas être conscient de cette différence est lié à tout un tas de facteurs. Et puis, c'est aussi que cette prise de conscience soit pas seulement mentale, et ça, vous savez très bien le faire, hein, c'est la prise de conscience mentale, mais qu'elle soit surtout émotionnelle et incarnée, et ça, c'est plus difficile. Alors, la deuxième clé,
c'est une fois que vous avez appris à bien vous connaître, c'est apprendre à mieux vous accepter, à mieux vous assumer, à assumer vos différences. Alors c'est totalement contre-intuitif, j'en ai parfaitement conscience, parce que bien souvent, on me dit, ben non, si j'assume pleinement comme je suis, ben ça va être encore pire que comme je suis, que ma situation actuelle. Alors dites-vous bien une chose d'abord, c'est que en fait le risque d'être rejeté, ce risque n'existe pas, parce qu'en fait vous êtes déjà perçu comme différent, contrairement à ce que vous pensez. Tout le monde voit votre différence par rapport aux autres. Et donc, être vous-même aura plutôt un effet positif de cohérence entre qui vous êtes au fond et qui vous cherchez à donner à voir. Alors que le fait que vous cherchiez à donner à voir quelqu'un d'autre, de quelqu'un de différent de qui vous êtes vraiment au fond, eh bien ça se ressent par n'importe quel être humain. Aussi parce que, bah oui, effectivement, c'est difficile pour un HPI d'assumer comment il est, parce que il veut pas se sentir supérieur d'une quelconque façon. En fait, ces fausses croyances autour du HPI, bah, c'est vrai qu'elles sont répandues, mais en réalité, il s'agit pas d'assumer, de se marquer HPI sur son front, c'est pas du tout ça, mais c'est d'assumer ses modes de fonctionnement, et peut-être de savoir expliquer ces modes de fonctionnement. Et aussi parce que la suradaptation est très ancienne, comme je disais tout à l'heure, eh bien du coup c'est difficile de s'en débarrasser d'une tactique qui en fait a été une tactique de survie pour vous pendant des années. Et puis enfin parce que vos émotions, et en particulier la peur, vous empêchent de changer tout ça. En fait, vous avez les peurs de tout un tas de risques d'être vous-même, et les émotions, c'est difficile à contrôler. Il faut commencer par faire un travail sur ces émotions. Et tout ce travail d'acceptation, eh bien, ça nécessite un accompagnement. Et un accompagnement par quelqu'un qui connaît très bien ce que vivent les HPI pour l'avoir vécu lui-même et qui vous comprend parfaitement. Alors, je regarde en même temps. Claire, est-ce que les relations conflictuelles... Alors ça, c'est la même question. C'est ça, j'ai vraiment beaucoup d'idées pro. Non, bah ça, c'était déjà vu. Alors, il me semblait en avoir vu une autre. Ok, bon, très bien. J'ai pas réussi à voir le nouveau message. Hop, il va m'arriver après. Comment faire la différence entre HPI et trauma? Ça, c'est Aurélie qui pose la question. Lorsque les tableaux cliniques sont similaires. Oula, très technique. Entre HPI et trauma. Bah, HPI, moi, je vous ai parlé de mode de fonctionnement. Trauma, on va parler de dysfonctionnement. Là, j'ai pas. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de fonctionnements qui peuvent conduire à des difficultés, mais j'ai parlé de difficultés professionnelles, j'ai pas parlé de dysfonctionnement. Tout ce que je vous ai évoqué, Aurélie, concernant ces modes de fonctionnement, sont des modes de fonctionnement différents, mais qui n'ont pas de jugement particulier. En tout cas, moi, je ne dis pas que comment dirais-je, ces fonctionnements sont des dysfonctionnements. Alors Agnès, entre HPE et HPI, quelles sont les vraies différences? HPE, en fait, le terme est moins usité, on parle de haut potentiel émotionnel. Moi, ce que je crois et ce que je constate sur le terrain, c'est que tous les HPI ont une forme de haut potentiel émotionnel, sauf que parfois, ce potentiel émotionnel est bien enfoui pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire des émotions qui sont trop difficiles à vivre et qu'on enfouit et qu'on se coupe de ces émotions. Par contre, il est possible et probable qu'il y ait des HPE ou plus sensibles que la moyenne qui ne soient pas forcément HPI, qui ne se reconnaissent pas forcément dans tous ces modes de fonctionnement. Là-dessus, c'est un sujet qui est difficile parce qu'il n'y a aucune étude vraiment sur cette question et donc j'irai pas tellement plus loin à ce stade-là, Agnès. Alors, oui, je parlais de restaurer votre estime de vous parce que, en effet, ce travail d'acceptation de soi nécessite aussi de porter un regard plus positif sur soi pour éviter d'être dans une logique d'auto-jugement et de critique négative permanente de ces modes de fonctionnement spécifiques. C'était un petit peu ce qu'on évoquait juste à l'instant. Mais en fait, ce travail, il peut pas être conduit par des méthodes classiques parce que quand vous regardez, et je peux vous citer par exemple d'ailleurs un excellent ouvrage qui s'appelle Le Petit Cahier d'estime de soi de Rose Poletti, eh bien, les méthodes qui sont plébiscitées par 95% des gens et qui fonctionnent super bien ne fonctionnent pas parce qu'en fait, les HPI y voient un aspect superficiel, artificiel et qui empêche les HPI de croire dans leur efficacité. Ils voient ça un peu comme une méthode Coué. Et aussi parce qu'ils ont besoin de comprendre le mécanisme et ils ont besoin de se dire c'est un mécanisme solide qui est pas juste une espèce de pommade qu'on met par-dessus. Et donc, il y a besoin de méthodes spécifiques et c'est moi, comment je fais, j'utilise des méthodes que j'ai
imaginé, que j'ai conçu moi-même pour pouvoir accompagner les HPI sur cette question d'estime de soi. Mais une fois que vous avez pleinement assumé qui vous êtes, alors vous pouvez réapprendre à adopter ces modes de fonctionnement qui vous conviennent le plus. Voilà. Alors la quatrième clé, et en même temps je vérifie s'il y avait une autre question, Agnès qui me remercie, c'est se reconnecter à ses émotions. Donc il y a un véritable, de façon je dirais presque obligatoire, il y a un véritable travail de reconnexion à vos émotions, de gestion de vos émotions. Mais là encore, ça ne peut pas se faire par des méthodes classiques. Les méthodes classiques que je connais par cœur, comme par exemple de savoir respirer, apprendre à respirer quand on est sous le coup de ses émotions, ça ne marche pas tout simplement parce que l'émotion du HPI arrive trop fort et trop vite pour que ces techniques-là fonctionnent. Donc il est déjà trop tard en fait quand l'émotion arrive. Donc il faut des méthodes j'allais dire, innovantes, spécifiques, adaptées au HPI. Et puis par ailleurs, c'est aussi un apprentissage progressif, hein. Il faut savoir être patient et accepter l'échec. Or ça, c'est pas forcément facile pour l'HPI. Donc du coup, n'essayez pas de le faire seul, parce que vous ne pourrez pas vous rappeler ces émotions négatives enfouies spontanément, puisque c'est votre cerveau limbique, le siège de vos émotions, qui les a lui-même enfouies. Et donc seule l'aide d'un tiers, expert et expérimenté dans ce domaine, peut vous y aider. Et c'est pas forcément un expert en psychologie, ça peut être un expert en coaching, mais qui est spécialisé dans les émotions comme c'est mon cas. Moi, dans mon cas, l'émotion principale, hein, c'était clairement la colère, qui était liée évidemment à la frustration de ne pas être compris, de pas être accepté, que ça aille pas assez vite pour moi. Et plus je cherchais à enfouir cette colère, plus elle ressortait à tout bout de champ, même sur des sujets, j'allais dire banals, ce qui fait que je me critiquais moi-même. Et in fine, ça avait pour effet de renforcer encore plus ma colère. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Moi, je me suis pourtant formé énormément aux émotions, hein, en particulier dans un parcours en psychologie positive. Mais j'aurais gagné des années si j'avais rencontré un coach spécialisé en HPI et expert en émotion pour surmonter mes situations d'incompréhension et d'échec. Alors, la cinquième clé, c'est d'apprendre à canaliser votre cerveau. Alors, ça peut sembler un peu bizarre de demander à son cerveau de contrôler son cerveau. En fait, le premier axe que je vais vous dire, peut-être le plus important, c'est de choisir une activité, une mission, un job qui soit suffisamment complexe et suffisamment intense pour nourrir votre besoin d'intensité et de réflexion de votre cerveau. Ça, c'est peut-être le point le plus important. C'est aussi de savoir utiliser votre cerveau parfois sur des activités ludiques pour, entre guillemets, dépenser son énergie. Moi, c'était les jeux de société, les jeux de réflexion, enfin c'est toujours d'ailleurs, hein. C'est aussi de développer vos activités physiques, parce que en fait, s'ancrer dans son corps va vous aider à compenser cette espèce d'ultra mentalisation. Voilà, mais il faut le faire avec une activité de type fond, c'est-à-dire marche, course, vélo, natation, et en général avec un engagement relativement intense, j'allais dire à l'image de l'intensité de votre cerveau. L'autre clé que je vous donne, c'est d'apprendre à mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau, comme par exemple tout ce qui concerne le fonctionnement de l'attention. Eh bien ça, le fait de mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau va vous aider, entre guillemets, à le contrôler. Même si, encore une fois, ça peut sembler un peu paradoxal et schizophrénique. C'est aussi de concentrer parfois votre attention sur les autres. C'est une tactique qui fonctionne bien à condition de s'assumer pleinement et d'avoir suffisamment d'estime de vous. Voilà, ajustez vos croyances. Ben oui, parce que en effet, vous avez tendance à avoir des croyances, des biais cognitifs. Même vous qui avez un cerveau un peu ultra efficient, vous pouvez avoir des biais. Je vais vous donner un exemple. Une de mes clientes avait la croyance que pour réussir dans la vie, dans sa vie professionnelle, hein, j'entends, il fallait qu'elle prouve aux personnes qui sont vraiment très opposées à elles-mêmes qu'elle était capable de travailler avec eux, de s'interfacer avec eux, de façon tout à fait efficace. Et en fait, de façon répétitive, elle a systématiquement choisi des jobs, des missions en lien avec des personnes qui étaient plutôt manipulateurs ou toxiques. Et c'est en prenant conscience de cette croyance et c'est en la réajustant qu'elle s'est dit, mais en fait, il faut que j'arrive à choisir quand même des environnements humains qui me conviennent. Certes, des environnements humains complexes, mais qui me conviennent. Et puis, j'entends aussi souvent dans mes échanges pré-webinaires des remarques du style, je peux pas faire du conseil parce que c'est trop comme si, je peux pas faire du coaching parce que c'est trop comme ça, je pourrais pas me limiter à poser des questions. Plein d'a priori, parce qu'effectivement, on a tendance à anticiper des choses, ou peut-être on est resté sur des images. Moi, je me souviens, quand j'ai quitté mon dernier emploi, j'étais très en lien avec le monde des entreprises, je me dis, mais comment je vais faire pour bosser avec des entreprises alors que c'est ce dont j'ai envie, au fond de moi-même.
Et puis, effectivement, je vous ai parlé de ce biais cognitif des HPI qui s'attribuent plutôt 100% de leurs échecs et 0% de leur réussite. Eh bien, voilà un exemple de biais cognitifs qu'ils peuvent avoir. Et puis, peut-être dernier conseil, faites-vous accompagner. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que ça peut sembler une évidence, et puis c'est aussi ce que je propose, mais c'est pas simple pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez tellement l'habitude d'être plus performant seul, sans l'aide des autres, que c'est pas forcément naturel de solliciter de l'aide. En plus, euh, souvent, on pense ne pas mériter cette aide. Et c'est en lien avec notre manque d'estime de soi. Et donc en général, on n'ose pas demander à son employeur de financer cet accompagnement, alors que très souvent les chances de l'obtenir sont très importantes. Vous pensez aussi que peut-être vous n'allez pas trouver de personne qui peut vous comprendre. Alors là-dessus, je vous accorde ce point-là parce que c'est vrai, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui va vous accompagner, qui est compétent, mais qui en même temps est capable de vous comprendre. En effet, ça suppose qu'il soit un peu comme vous, d'une certaine façon. Et pour certains d'entre vous, vous avez tellement essayé d'autres accompagnements que peut-être vous êtes découragé. Et donc, du coup, il y a un peu cette croyance, vous avez développé cette croyance que se faire accompagner, ça va pas servir. Ou peut-être juste vous avez peur d'un échec de plus, tout simplement. Alors, comment je vous propose, moi, de vous aider dans ce cadre-là? Eh bien, deux méthodes, un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Et j'ai bientôt fini, il me reste 5 minutes. Alors, l'accompagnement individuel, je vais vous en dire quelques mots. Vous dire qu'en fait, c'est un coaching professionnel qui peut donc être financé par votre employeur. C'est des séances d'1h30, toutes les 2 à 3 semaines environ. Alors, je rentre pas dans les détails du pourquoi, mais vraiment, mon expérience a montré que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je précise aussi que les coachings de HPI, eh bien, ça va beaucoup plus vite que des coachings de personnes neurotypiques, parce que, bah, effectivement, tout ce qu'ils entreprennent, tout ce qu'ils font va plus vite. Et aussi parce que moi, j'aime aller vite, et donc à deux, forcément, on a un espèce d'écho sur cette vitesse. Et donc, c'est pas rare qu'une mission soit terminée au bout de 5 à 7 séances. Là où des missions classiques, c'est plutôt 10 à 12. Alors, c'est quoi mes spécificités de coaching? D'abord, c'est une compréhension que j'appelle incarnée de votre situation, de votre fonctionnement, pour être moi-même HPI, pour avoir moi-même vécu ce que vous avez vécu pendant 27 années de carrière avant d'être indépendant et sans en avoir conscience. Donc, d'une certaine façon, un peu comme vous peut-être avant. C'est aussi un mix entre vous laisser élaborer de façon un peu arborescente, de vous laisser suivre vos raisonnements parce que c'est important, mais aussi de savoir de temps en temps vous recadrer quand il le faut vers vos objectifs. C'est vraiment cette espèce de chemin étroit qui fait qu'il faut parfois aller dans l'ouverture et parfois dans la refermeture, dans le recadrage. C'est aussi de savoir un peu aller à votre vitesse, et ça c'est très important. Alors c'était pas le point que je voulais évoquer, c'était plutôt celui-là, vous apprendre à décoder le monde pour vous y adapter efficacement. Vous avez une forte capacité d'adaptation, mais dans le fond, comme vous n'avez pas forcément les codes pour comprendre le monde autour de vous, eh bien cette capacité d'adaptation n'est pas réellement efficace, si je puis dire, ou pas complètement. Eh bien donc moi je vais vous apprendre à décoder ce monde pour vous et vous rendre autonome dans ce cadre-là. Euh, et puis aussi, c'est un coaching qui vous fait avancer vite, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, je vais m'adapter à votre vitesse. Et ça, c'est très important parce que j'entends beaucoup de HPI me dire, oui, oui, mais en fait, moi, je me suis déjà fait coacher, mais en fait, la personne ne me comprenait pas et ça n'allait pas aussi vite que je le souhaitais. Et ça, c'est très important. À un moment donné, si vous n'avancez pas à votre vitesse, vous allez décrocher, vous allez vous désengager de votre coaching. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, c'est aussi important d'être, que ce soit un coaching qui sache faire confiance à vos intuitions. Pourquoi? Parce que vous avez des intuitions qui sont souvent pertinentes, mais vous avez du mal à faire confiance à vos intuitions. Eh bien là-dessus, moi je vais vous aider à les détecter et à y faire confiance, à savoir comment choisir vos bonnes intuitions. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi euh, des techniques spécifiques dans le domaine de la gestion des émotions et de la restauration d'estime de soi, c'est évidemment très important. Voilà, et puis j'ai rajouté un dernier point, c'est un coaching qui favorise la liberté et l'autonomie, et en particulier, sauf dans le cas d'un financement par votre employeur, je vous propose un engagement à la séance, et donc vous êtes libre de vous arrêter quand vous voulez. Voilà, alors je parle rapidement enfin, de l'accompagnement en collectif, parce que je suis presque arrivé au bout de mon timing.
Alors j'ai conçu en fait une masterclass. Pourquoi? Bah parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était complémentaire au coaching individuel pour plusieurs raisons. En fait, par la dynamique de groupe et l'intelligence collective, il se passe d'autres choses qu'en coaching individuel. Chacun va apporter des solutions là où d'autres butent sur un problème. Donc il y a vraiment cette notion d'intelligence collective. Il y a aussi le soutien moral entre pairs qui est très important, surtout quand, bah voilà, entre deux séances de coaching, on se retrouve un peu tout seul pour faire avancer ces choses. Et si on n'a pas suffisamment d'énergie ou d'envie, eh bien ça peut être compliqué d'avancer. Et parfois on peut le rencontrer en coaching individuel. Ça, la masterclass répond à ce souci-là. Et puis il y a aussi la dynamique collective d'engagement dans l'action durable grâce aux pairs. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on s'engage face à ses pairs en se disant, ben voilà, moi je m'engage à essayer telle chose, et c'est peut-être encore plus puissant vis-à-vis de ses pairs en formation que vis-à-vis du coach. Voilà, parce qu'on se dit, bon, ok, le coach, je l'ai payé pour ça, mais vis-à-vis des pairs, il y a un engagement moral qui est extrêmement fort. Et puis enfin, bah, l'avantage de cette masterclass, c'est de bénéficier d'un réseau durable de confiance, de personnes qui vous comprennent et avec qui partager. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors concrètement, c'est quoi cette masterclass? C'est 4 fois une journée. C'est pas 4 journées en bloc, hein. C'est 4 fois une journée. Ça s'étale sur 3 mois à peu près. En présentiel, c'est des groupes de 6 mini, 10 maxi. Ça se passe à Paris, dans un lieu qui est vraiment super, calme, ressourçant. Je fais des formations là depuis 6 ou 7 ans, c'est exceptionnel. Et puis, il y a une session qui démarre le 15 octobre 2026, c'est la quatrième session, et la session 5 qui démarre le 23 mars 2027. Voilà. Alors, j'ai pas précisé que dans cette masterclass, je fais une pédagogie de type inversé. Et donc, en fait, je vous livre des vidéos avec beaucoup de contenu. Et donc, quand vous arrivez en formation, vous avez déjà finalement une grosse partie du contenu de la formation que vous avez pu acquérir à votre rythme et quand vous voulez. Voilà, les tarifs, c'est à partir de 1 200 € hors taxe et je vous renverrai le lien d'information ce soir. Voilà, et je vous avais promis des petits messages personnels, en tout cas pour celles et ceux avec qui j'étais en échange téléphonique avant ce soir. Alors Stéphane, je ne sais pas s'il est là, mais je vais quand même lui transmettre le message. Et si désormais, pour toutes les décisions importantes que vous avez à prendre pour vous-même, vous arrêtiez de faire, entre guillemets bien sûr, une confiance aveugle à vos managers, qui visiblement ne vous connaissent pas et ne vous comprennent pas vraiment bien. Et si vous vous faisiez un peu plus confiance, par exemple, dans le choix d'un coach adapté. Alors Virginie, et si pour réussir à vous faire comprendre et faire reconnaître vos talents, vous deviez juste apprendre à vous assumer pleinement, à vous adresser aux bonnes personnes et non plus celles qui sont très éloignées de vous. Anne-Lise, et si le moyen le plus puissant pour aider vos deux filles à se réaliser dans la vie, c'était de leur donner à voir une maman qui, elle aussi, se donne les moyens de pleinement se réaliser dans la vie? Par quoi ça commencerait pour vous? Bertrand, vous m'avez dit, dès qu'on atteint les résultats, les dirigeants recommencent comme avant. Et donc j'ai envie de vous dire, et si vous vous adressiez à des dirigeants qui vous correspondent un peu plus, ce serait quoi vos critères de ciblage de clients? Audrey, et si votre crainte de l'insécurité financière était liée à votre manque d'estime de vous d'un côté et à votre cerveau qui anticipe trop de l'autre, sur quoi commenceriez-vous à travailler? Jérôme, et si vous candidatiez au bon niveau de poste dès le départ et dans une entreprise ouverte à votre différence, comment ça vous permettrait de pleinement vous épanouir au travail? Amandine, et si je vous disais que moi aussi je ne viens pas du tout du monde entrepreneurial et que ça m'a pas empêché en rien du tout d'y réussir très bien, comment ça vous inspirerait, vous, pour votre propre parcours? Catherine, et si pour votre employeur, comme pour beaucoup d'autres sujets, vous supposiez trop, et si votre employeur avait tout intérêt à vous financer un troisième coaching, comment vous lui présenteriez le sujet? Angélique, et si votre croyance que vous ne faites aucun effort et que vous êtes égocentrique était en fait liée tout simplement à votre hyper-exigence vis-à-vis de vous-même et votre hypersensibilité à la valeur de l'honnêteté, comment tout ça, ça vous aiderait à solliciter le financement d'un accompagnement? Élodie, et si je vous disais que les recruteurs et plus généralement vos interlocuteurs savent pertinemment détecter vos différences, comment ça influerait votre façon d'être un peu plus vous-même et authentique en entretien? Sophia, et si vos talents résidaient justement dans votre côté râleuse, exigeante, pardon, lanceuse d'alerte, et si vous preniez un instant conscience de la valeur de ces talents et de vos résultats commerciaux aux yeux de votre employeur, comment ça impacterait votre estime de vous? Lisa, enfin, et si vous considériez, comme dans le cas de dépressurisation de l'avion dans lequel vous voyagez, que vous devez d'abord vous aider vous-même avant de pouvoir aider efficacement les autres, ça commencerait par quoi pour vous? Voilà, alors,
J'arrête le partage, je reviens sur vos questions, réponses. Le coaching est-il éligible au CPF, Lisa? Non, malheureusement. CPF, ça veut dire compte personnel de formation. Or, le coaching n'est pas considéré comme de la formation. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Et donc, l'État est extrêmement rigoureux et attentif à ne pas mettre du coaching dans du CPF. Et c'est très compliqué de le faire. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué, c'est impossible. Et ceux qui le font de façon totalement illégale. Enfin, les coachs qui vous proposent ça le font de façon totalement illégale. Et moi, je me refuse à faire ça. Voilà, je vous ai pas dit je l'ai dit en tout début d'entretien, mais que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi euh, après de façon gratuite et sans engagement, après ce webinaire, et je vous mets dans la discussion, je vous mets le lien. Alors, comment je vais faire? Tac. Voilà. Je vous remets le lien, mais je vous remettrai ce soir également le lien. Euh, ok. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Y aura-t-il un replay? Oui, je vais le diffuser dès ce soir. Alors, il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Peut-être tout simplement, oui, c'est ça, ça peut être aussi des feedbacks hein, par rapport à ce que vous avez appris ce soir. Ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks, même si vous n'avez pas forcément de questions à ce stade. Ok, eh ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc vous envoyer, alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans la seconde, ce sera sans doute tard ce soir, le lien vers le replay, le lien vers l'information de la masterclass, de nouveau le lien vers mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Alors à quoi ça sert de prendre rendez-vous avec moi? Tout simplement, bah, le but c'est d'aller un peu plus loin par rapport à tout ce que j'ai pu vous évoquer, mais de façon plus personnalisée, c'est-à-dire de répondre enfin d'essayer de vous aider à clarifier vos objectifs, de vous donner des pistes d'action concrètes pour avancer vers vos objectifs, et puis bah, peut-être de vous permettre de répondre à toutes vos questions si vous en avez d'ici là. Voilà. Et ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais retourner voir. Il n'y a pas d'autres remarques ni questions. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vais vous dire merci beaucoup. Merci à Aurélie pour votre message. Bonne soirée. Merci beaucoup.